On se retrouve pour cette édition spéciale sur iTélé avec Romain Desarbres après le crash d'un avion d'Égyptair qui s'est donc abîmé en Méditerranée avec 66 personnes à bord. Et sur ces 66 personnes, il y avait 56 passagers, 7 membres d'équipage et 3 agents de sécurité. 15 Français se trouvaient à bord de cet A320 d'Égyptair et 30 Égyptiens. Des familles de victimes ont décollé dès ce soir de Paris pour le Caire. Elles avaient été reçues dès ce matin dans un hôtel près de l'aéroport de Rouen. Vanello, le travail des ambassades sur place, que ce soit au Caire ou ici, il est primordial pour justement aider, conseiller, guider les familles des victimes. Oui, il est extrêmement utile. Vous savez, une ambassade dans un pays, ça n'est pas un bâtiment avec un drapeau français, c'est un bout de France dans un pays étranger. L'ambassade de France au Caire, c'est la France au Caire sur quelques centaines de mètres carrés. Ce qui veut dire que quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes en France. Et ces familles qui sont en train de traverser un moment extrêmement douloureux doivent en plus faire face à quantité de démarches administratives qui vont être liées au rapatriement des corps, aux actes de décès, aux assurances qu'il va falloir mobiliser, renseigner. Toutes ces démarches-là sont déjà lourdes. Imaginez qu'en plus vous êtes dans un pays étranger, c'est là où les services de l'ambassade de France vont être à leur disposition pour les aider, pour leur faciliter des choses. Beaucoup d'actes administratifs peuvent être faits directement au Caire parce que vous êtes dans une ambassade. Et puis aussi, vous êtes accueillis par une équipe et par un ambassadeur, en l'occurrence André Parent, et son épouse. C'est à dessein que je la mentionne, parce que c'est une petite famille, une ambassade. Ces personnes-là vont pouvoir s'appuyer sur tous ces gens qui vont être à leur disposition, à leur écoute. André Parent connaît bien le monde arabe, il a été en poste en Algérie auparavant, et il va pouvoir, et ce personnel d'ambassade va pouvoir répondre à des questions simples. Pourquoi les Égyptiens font comme ça? Pourquoi est-ce que telle démarche prend autant de temps? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'informations? Et eux qui vivent ce pays au quotidien vont pouvoir leur apporter des réponses, les rassurer et ne pas les laisser dans ces interrogations et dans ces angoisses qui, lorsqu'elles s'ajoutent à une douleur, sont absolument insupportables. L'enquête va être menée conjointement par l'Égypte et par la France, mais aussi par d'autres pays, puisqu'il y a de nombreuses nationalités dans cet avion. Il y a quand même un leadership égyptien du fait que l'avion est un avion égyptien. Ce sont eux qui vont coordonner les recherches et le rapatriement des débris de l'avion. Toute la dimension juridique et surtout judiciaire va être à l'initiative des Égyptiens. Une enquête pour terrorisme va sans doute être ouverte. Les Français vont être associés parce qu'il y a des passagers français, mais quand même l'impulsion et le lead va être du côté égyptien. D'où l'intérêt là aussi d'avoir des interlocuteurs, d'avoir des informations qui vont circuler pour que les familles françaises puissent aussi être très régulièrement informés. Et c'est là qu'avoir un réseau d'ambassades et surtout un pays qui en Égypte pèse, c'est le cas de la France, permet d'avoir accès facilement à des informations. Et que lorsqu'il y a des blocages, si l'ambassadeur ou même le ministre décroche son téléphone pour avoir son interlocuteur et exiger des réponses et des éclaircissements pour les familles, il les obtiendra aussi parce que c'est le ministre français qui est au bout du fil. Olivier Ravanello sur iTélé, il est pratiquement 18h30. On va faire un nouveau point avec vous, Romain Desarbres, sur ce crash d'un avion d'Égyptair qui s'est donc abîmé en Méditerranée avec 66 personnes à bord. Les recherches se poursuivent en mer Égée pour retrouver la carlingue de l'A320 d'Égyptair qui a disparu la nuit dernière. Des débris ont été localisés aujourd'hui. 3 enquêteurs du BEA, le Bureau Enquête Analyse, ainsi qu'un conseiller d'Airbus partent dès ce soir pour le Caire. Il y avait 66 personnes à bord, dont 15 Français. L'appareil avait décollé de Roissy et se rendait au Caire. Selon l'Égypte, la probabilité qu'il s'agisse d'un attentat est plus forte que celle d'une défaillance technique. On sait que l'appareil a effectué un virage à 90 degrés avant d'en effectuer un autre à 360, c'est-à-dire un tour complet, puis une chute de près de 7000 mètres. Certains proches des passagers ont décollé de Paris vers 17h, direction le Caire. Il y avait au total 12 nationalités à bord de cet appareil. Des familles ont été réunies dans un hôtel à Roissy dès ce matin. Effectivement, cet A320 d'Égyptair s'est donc écrasé au large de l'île grecque de Carpathos, dans le sud-est de la mer Égée, entre Rhodes et Chypre.
Il venait tout juste de rentrer dans l'espace aérien égyptien. Justement, on va maintenant faire un point sur les hypothèses pour expliquer ce crash. On va revenir vers nos invités dans un instant. Avec vous, Romain, on va faire un point sur les différentes hypothèses aujourd'hui. Ce que l'on sait, à l'heure qu'il est, c'est que l'avion a disparu des écrans radars peu après 2h30 du matin, la nuit dernière, heure de Paris. Il a commencé par effectuer un virage à 90 degrés à gauche, puis un virage à 360 degrés à droite avant de chuter de près de 7000 mètres. Quelles sont les différentes pistes ce soir? On voit ça en détail avec Milan Poyet. Au moment de sa disparition dans l'espace aérien égyptien, l'Airbus A320 n'a pas émis de signal de détresse selon l'armée. Une information extrêmement importante pour le début de l'enquête. 3 hypothèses sont aujourd'hui étudiées. Peut-il s'agir d'un problème technique ? L'événement technique, en général, ne se traduit pas par une disparition brusque de l'avion. Le pilote, normalement, a le temps de prévenir le centre de contrôle aérien que quelque chose est en cours. L'Airbus A320 est récent, construit en 2003 et volé dans des conditions climatiques favorables. Autre hypothèse, une explosion en vol. Dans un appareil, aucun matériau ne peut s'enflammer tout seul, pas même le carburant. 2 pistes donc, un missile ou une bombe à bord, comme l'attentat en octobre dernier dans le Sinaï égyptien contre un vol parti de Sharm el-Sheikh, revendiqué par le groupe État islamique. Paris, Le Caire, vous avez les 2 capitales des 2 États qui sont considérés par l'État islamique comme ses principaux ennemis. La France, dans le camp des chrétiens, comme ils disent, qui est le pays à la tête de cette coalition. Les Américains sont trop loin, ils sont intouchables. Et l'Égypte, qui est là pour essayer d'empêcher la diffusion de l'État islamique au Maghreb. 3e hypothèse, une attaque par des passagers, des membres d'équipage ou un geste délibéré d'un pilote, à l'image du crash du vol de la Germanwings en mars 2015, précipité au sol par Andreas Lubitz. Sébastien Caron, vous êtes expert en sûreté aérienne. Cet avion, on le rappelle, il a fait plusieurs escales dans la journée. Il était en Tunisie, en Érythrée, il était au Caire auparavant. Toutes les hypothèses sont envisagées. Il y a d'abord celle de l'attentat terroriste. Comment un engin explosif peut-il entrer dans un avion ? Pour introduire un engin explosif dans un avion, en tout cas quand on met en place de la sûreté dans les aéroports et notamment pour protéger les avions, on va faire une analyse et cette analyse va regrouper l'ensemble des vecteurs d'introduction possibles sur cet avion, qui vont comprendre en général de manière systématique, peu importe le pays où vous vous trouvez, des bagages de soute, des bagages à main, le passager, les personnels aéroportuaires, le catering, donc tout ce qui va concerner le plateau repas, le duty free et éventuellement les ventes à bord, le fret. Voilà. Donc une fois qu'on a identifié ces différents vecteurs d'introduction, il va falloir mettre en face des parades en fait, simplement. Ces parades, ça va être de l'homme et des machines en général permettant de contrôler bien entendu tous ces différents vecteurs d'introduction. Les autres hypothèses, elles vont du drone au missile Exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment... on a tous les spectres ouverts. On n'a pas de remontée d'informations. Les premiers débris vont nous permettre déjà de savoir un peu plus s'il s'agit d'un explosif ou pas. Parce qu'en cas d'une explosion à bord d'un avion, on a toujours des débris qui sont déformés par les souffles de l'explosion. Et deuxième élément de source qu'on va retrouver certainement avec un peu plus de délai, qui vont être les boîtes noires. Voilà. François Nénin ? Oui, la perte de contrôle de l'appareil, les virages successifs peuvent aussi laisser penser à un missile. En 88, il y a l'USS Vincennes, un bateau américain, qui a confondu un avion de chasse et un avion de ligne de Iran Air, le vol 655. Et il a abattu par erreur cet avion, mais qui volait beaucoup plus bas, qui était à 3400 mètres, qui venait de décoller. C'est une hypothèse probable, mais je n'écarte pas non plus l'hypothèse technique, le problème à bord, ingérable, qui entraîne la rupture d'éléments de commande et de vol. On rappelle, l'avion qui explose au départ de Sharm el-Sheikh il y a 1 an, l'avion russe, embarque à son bord une toute petite quantité d'explosifs à l'intérieur d'une boîte de coca qui n'a pas pulvérisé l'avion, mais qui l'a suffisamment endommagé pour qu'il se crache et qu'il soit inutilisable. Ce qui ressemble au comportement de l'avion aujourd'hui qui, avant de s'écraser, semblait en effet impilotable. Oui, l'avion peut être partiellement encore pilotable, c'est-à-dire qu'on peut opérer certains virages, certaines choses, certaines actions, mais pas toutes, parce que il est partiellement endommagé effectivement par une petite bombe à bord. Mais là, on parle justement des instants après le décollage pour le vol de Sharm el-Sheikh. Là, on est plusieurs heures après le décollage, on est quasiment à 20 minutes de l'atterrissage. C'est plausible, cette thèse d'un explosif dans l'avion ?
Ça dépend du mode de déclenchement des explosifs. Vous avez des explosifs qui se déclenchent avec l'altitude, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire à la montée ou à la descente. Si ça n'a pas fonctionné à la montée, ça peut aussi se déclencher à la descente, au moment du changement de pression. Vous avez des minuteurs. Donc on est dans un champ, en effet, de possibilités extrêmement large. Ce qui va être intéressant de suivre aussi dans les heures et dans les jours qui viennent, ce sont les revendications qui vont probablement arriver. D'ailleurs, que la thèse de l'attentat se confirme ou que la thèse de l'accident prenne plus d'ampleur. Parce que on sait, Olivier le redisait tout à l'heure, les cibles, c'est-à-dire la France et l'Égypte, sont des cibles de choix, sont des cibles importantes, sont des cibles affichées depuis très longtemps pour les groupes terroristes. Et en quelque sorte revendiquer un acte aussi meurtrier qu'un crash d'avion, eh bien c'est évidemment valoriser le groupe terroriste auquel on appartient. On peut s'attendre évidemment à beaucoup de revendications, un peu farfelues certainement, mais en tout cas des revendications venant de plusieurs groupes terroristes, y compris des groupes qui aujourd'hui se font la guerre. Et dans le cas de Metrojet, l'avion russe, la revendication avait eu lieu le jour même, il me semble. Donc ça avait été assez rapide. Sébastien Caron, il y avait 3 agents de sécurité à bord de cet A320 d'Égypter. Est-ce que cela exclut a priori l'attaque d'un pirate à bord, attaque de l'équipage ? Ces personnels, en général, sont non identifiés dans l'avion. Donc, en effet, ils ont pour mission d'éviter une remontée d'un passager malveillant, pas forcément terroriste d'ailleurs, vers le cockpit pour une prise de contrôle de cet avion. C'était un vol de nuit. Ces agents de sécurité ne dorment pas pendant ces vols. Non, en général, ils sont quand même bien formés sur ce type de gestion de passagers délicats à bord de l'avion. S'il s'agit d'un passager délicat, après la prise de contrôle de l'avion, pour amener l'avion au sol, comme ça a été le cas, il faut vraiment être motivé. C'est-à-dire que là, on imagine quand même plus l'engin explosif. Et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Quand on parle d'engin explosif improvisé, notamment avec un système barométrique, le système barométrique ne se déclenche que avant la pressurisation de la cabine, c'est-à-dire avant 2000-2500 mètres en général. Et donc derrière, on lance une temporisation. L'idée de ces systèmes barométriques, quand on regarde dans l'histoire du terrorisme aérien, à l'époque, on faisait des engins explosifs avec un système de temps. On se disait, l'avion il décolle à 15h, je déclenche l'engin explosif à 15h30, à 16h, il sera en vol. Là, les avions ont commencé à avoir du retard et donc les avions explosaient sur le tarmac avec très peu de blessés parce qu'en effet, pour pouvoir passer de l'explosif dans un avion, on emportait une toute petite quantité d'explosifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les systèmes sont faits de manière barométrique. Donc on déclenche un système qui va se déclencher aux alentours des 2000 mètres d'altitude, suivi d'une temporisation, laissant le temps à l'avion d'arriver en altitude. Pourquoi ? Parce qu'un avion qui va subir une implosion, on va dire, à 10 000 mètres d'altitude, c'est un peu comme un ballon que vous allez gonfler. Vous percez avec une aiguille, vous voyez le résultat. On est dans le même caractéristique sur un avion de ligne avec environ 200-300 grammes d'explosifs à 10 000 mètres d'altitude. Vous créez un trou dans la carlingue de l'avion et l'avion va connaître une implosion complète, une dislocation complète. Pour ça qu'aujourd'hui, on peut se poser malgré tout la question, est-ce qu'en effet on a affaire à un engin explosif, peut-être d'ailleurs en dehors de la cabine, qui serait sur une zone technique extérieure à la cabine de l'avion, ou est-ce que ça peut être un accident, ou est-ce que ça peut être en effet un missile, tous les vecteurs sont complets. Puis la dernière hypothèse, qui est le facteur humain, on l'a vu avec le cas de la Germanwings, d'un pilote qui, de son propre chef, décide d'abîmer l'avion. Ça fait partie, c'est la troisième des possibilités. Et dans ce cas-là, il va mettre l'avion en descente, comme pour le Germanwings. Il va sélectionner l'altitude et puis ça expliquerait moins les virages successifs à 90 degrés et à 360. Dans le cas de Germanwings, c'est une descente jusqu'au sol, comme s'il allait atterrir pratiquement.